Bienvenue à vous dans cette magnifique vidéo sur Bubble Tank. L'idée ici, c'est que cette vidéo appartient à un énoncé d'exercice. Normalement, vous auriez dû faire l'énoncé 10 secondes ninja précédemment, donc n'hésitez pas à aller la faire avant cette vidéo-ci, où on apprenait à installer du Python et faire des méthodes, des paramètres, des variables, des choses assez basiques, dont le fait d'envoyer des petits messages qui permettent de jouer à des jeux vidéo à distance. Ici, dans cet exercice-ci, c'est la continuité de celui-là. Nous allons jouer en groupe pour essayer de survivre. L'idée ici, c'est que vous avez un écran. Sur cet écran, vous avez des tanks qui sont des bots, donc que vous pouvez abattre, ils ne vont pas se défendre. Et vous avez des joueurs qui vont être, quand vous faites du multijoueur, dans la carte et qui vont vouloir votre mort. L'idée ici, c'est que je vais dans cette vidéo-ci vous montrer un peu comment on fait pour jouer à ce jeu-là. Et le reste, je ferai d'autres vidéos s'il faut sur d'autres sujets spécifiques. Ici, le but, c'est déjà juste de dire, ok, on a du Python, comment on fait pour bouger ces tanks? Il est évident que vous pouvez le faire dans le langage que vous désirez, vu que la manière de fonctionner dans mes librairies, c'est de fonctionner avec des entiers via le réseau. Donc soit du Rust, du C# ou quel que soit le langage, vous allez pouvoir travailler sur le sujet. D'ailleurs, la suite de l'exercice sera de passer ça sur du C# avec Visual Studio. Ok, concentrons-nous sur l'exercice d'aujourd'hui. L'exercice d'aujourd'hui est assez simple. Enfin, assez simple, vous allez voir. Il est extrêmement compliqué, mais il est assez simple à juste bouger les tanks. Nous avons ici un jeu, et ce jeu, on peut lui envoyer des petits messages sur ce qu'on appelle un port UDP. Donc il va falloir que vous créez une variable qui vise vers un port. Game port. Le port UDP que l'on va utiliser, c'est le port numéro 2504 si je ne l'ai pas changé d'ici là. Donc vous devez pouvoir le changer. Send. Hop. Voilà. Il y a un autre port qui va vous être utile, mais qu'on ne va pas utiliser dans le début de cette vidéo aussi. C'est le port pour recevoir les informations du jeu. Game, port, listen, info. Et normalement, dans mes souvenirs, j'ai mis le 8001 comme port. Donc le port, c'est une sorte de petit endroit où vous pouvez dire, bah là, moi j'envoie ou j'écoute des informations d'une application. Ok. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que vous envoyiez le petit message qui va dire bouge le tank à un ordinateur. Donc en gros, cet ordinateur, il est sur un réseau local, donc sur un réseau informatique, juste des ordinateurs qui sont connectés. Et on va utiliser ce qu'on appelle de l'IPv4. IPv4. Comme ceci. Voilà. Et cet IPv4, s'il est sur votre ordinateur, c'est d'office ceci que vous pouvez mettre. Comme ça, vous visez vers votre ordinateur. Si jamais ce n'est pas votre ordinateur, ce qu'il va falloir faire, c'est un ipconfig. Donc ipconfig. Voilà, comme ceci. On va faire Windows R, CMD. Voilà, on va voir la ligne de commande Windows. ipconfig ici. Et ça va nous donner l'adresse à viser. Vous voyez ici, ça, c'est l'adresse qu'il faut viser. Donc ça, c'est l'adresse IP de mon ordinateur sur mon ordinateur chez moi. Donc dans la formation, évidemment que ce ne sera pas cette adresse, et chez vous, évidemment que ce ne sera pas cette adresse-là aussi. Il y aura ça qui va sûrement changer. Ici, on va viser vers cet ordinateur-là, par exemple. Voilà. Maintenant que je vise vers un ordinateur, il faut que je lui envoie un petit message. Donc, il y a plusieurs manières de faire. La première, c'est de simuler une touche de clavier, et la deuxième, c'est de simuler une manette. Une manette, simulée dans le langage que j'utilise, qui sont des entiers. Une manette, ça s'écrit comme ceci. 18, 6, 6. Voilà. Donc en fait, ici, 18 c'est pour dire c'est une manette. 99 c'est X, Y. Et donc on a une sorte de mini convention qui sera right X, right Y, left X, left Y. Pour ce jeu-ci, on a besoin que d'une seule joystick, que le left et le right. Donc dans la théorie, on a juste besoin de ça pour déplacer notre tank. Si vous voulez plutôt utiliser le clavier, et donc ne pas avoir la précision d'une manette, voilà. Pour envoyer sur le clavier, il va falloir utiliser une autre convention d'entier que j'utilise pour mes jeux. Cette convention, elle s'appelle Scratch to Wow. Donc ici, si vous allez sur Internet et que vous cherchez sur GitHub Scratch to Wow, vous allez tomber sur cette fameuse page ici.
Et cette fameuse page, c'est vraiment le début de l'idée du projet. C'est de permettre à des gens d'apprendre le code en jouant à des jeux, par exemple en créant des bots dans WoW. C'est comme ça que j'ai appris à coder des trucs assez sympas. Et l'idée, c'est de faire que des enfants pouvaient jouer à WoW. Donc cette convention, du coup, j'ai créé une convention de nommage qui se trouve ici. Et on peut voir que dans cette convention, chacune des touches correspond à une touche ici. Donc en fait, ça, c'est le code de Windows pour la touche. Ça, c'est la version humain de la touche. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le hexadécimal, c'est-à-dire un nombre de 0 à 16. Et ça, c'est du décimal, c'est-à-dire ce que nous, on utilise de 0 à 10. Là, on a le petit nombre. Si vous m'envoyez ce nombre-là, ça va pousser. Si vous m'envoyez ce nombre-là, ça va relâcher la touche. Donc nous, ce qu'on veut, c'est espace pour tirer, et on veut les flèches pour jouer. Donc ici, on peut voir qu'il y a left ici, donc ici, la 1037. On a up 38, right 39 et down 40. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va créer les petites variables. Donc key up, le point int égale ça, down, left, right. Sauf que, à mon avis, c'était plus comme ceci. Left 37, up c'est 38. Right 39 et down 40. Maintenant, il nous faut la touche espace qui est la 1019. Donc, si vous mettez 1019, ça va pousser. 2019, ça va relâcher. Voilà. Magnifique. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est on a dit « Hey, j'aimerais bien pouvoir jouer au jeu et voici le port qu'on va vouloir utiliser. » On va viser vers l'adresse qui se trouve là-bas, ici, et on va envoyer ces petits chiffres-là pour pouvoir y jouer. Le truc, c'est que vous pourriez le faire vous-même, c'est-à-dire de le créer une fonction qui permet d'envoyer ces chiffres. Sauf que, en fait, je vous ai préparé quelque chose pour vous, pour avoir plus simple. On va en fait installer une boîte à outils que je vous ai préparée. Donc en fait, cette boîte à outils, elle s'appelle Apport IID42. Donc en fait, Apport, ça permet d'apporter le code de quelqu'un d'autre. Par exemple, on va devoir gérer le temps. Donc on va devoir faire un apport time qui va dire j'aimerais bien apporter une notion de temps. Ici, normalement, ça va planter sur votre machine. Pourquoi? Parce que time, il est directement dans Python, mais IID42, c'est une boîte optique et loi fait, elle n'est pas dans Python de base. Pour pouvoir l'installer, on va devoir faire ce qu'on appelle un pi install de IID42. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va aller sur Internet chercher le package qui s'appelle IID42 et installer tout ce qu'il faut pour vous, dont les packages que moi j'ai besoin pour pouvoir travailler sur votre ordinateur. Donc vous allez voir que ici on va prendre ceci. Voilà, on va le copier. On va faire ici Windows, console, comme ceci. Encore une fois, la partie Python, je vous demande de l'apprendre dans l'exercice précédent avec Tensegrond Ninja sur comment on installe du Python et comment Python fonctionne de base. Donc tout ça, normalement, vous devriez l'avoir vu dans la vidéo avec Tensegrond Ninja. Donc ici, je fais pi install IID42 et là, vous allez voir qu'il va installer la librairie. On va attendre. Je ne sais pas pourquoi il pense attendre. Voilà. Donc en fait, vous voyez que ici, la liba, en fait, sur ton ordinateur, c'est déjà installé, donc j'ai besoin de rien faire. Mais si jamais vous ne l'aviez pas, donc je vais faire pi uninstall IID42. Donc là, c'est pour désinstaller ce que j'ai mis sur votre ordinateur. Ça va retirer tout mon code. Je dis oui. Vous voyez que là, il a retiré tout. Je vais recommencer à faire un pi install pour vous montrer comment ça aurait été sur votre ordinateur. Et il est déjà installé. Donc a priori, il n'a pas vraiment désinstallé mon outil. Ok, tout ça pour dire, c'est comme ça qu'on fait pour installer. Ok, donc là, on vient d'installer pi install sur votre machine. On vient d'installer IID42. Parfait. Il va... et ça va être déjà bien. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on peut envoyer des messages. Le truc, c'est que quand vous faites apport, ça ne veut pas vraiment dire apport et utilise tout, ça veut dire apporte la librairie sur l'ordinateur. Nous, ce qu'on veut faire, c'est dire, j'aimerais bien utiliser un petit outil des lois.
Donc on va faire from id42 pour dire dans la librairie qui est là-bas, peux-tu m'apporter tous les outils qu'Eloi m'a préparés. Si vous voulez pas utiliser tous les outils, on peut simplement utiliser send udp iid, qui est ce qu'on va utiliser ici. Donc on va envoyer sur de l'UDP, donc sur le réseau local, des petits messages que j'appelle des IID pour index integer date. Ça pour dire. Maintenant qu'on a ce truc là, on va pouvoir faire ceci. Player, deux points, comme ceci. Voilà. Donc en fait on dit player de type envoie des IID, donc c'est une sorte de variable qui va nous permettre de faire des choses. Là, il y a ce qu'on appelle une classe, c'est-à-dire un groupement de code que j'ai préparé pour vous et que vous n'avez pas besoin de comprendre, mais que vous pouvez utiliser. Et ici, il me dit, bah, pour pouvoir fonctionner, moi j'ai besoin d'une adresse IP, d'un port, est-ce que j'utilise ou pas un temps qui est synchronisé sur le temps de la planète, ou est-ce que j'ai besoin de lancer un thread, c'est une petite application, un petit code qui tourne sur le côté pour gérer la notion de temps, d'avoir une sorte de fil pour pouvoir envoyer des messages plus tard et pas tout de suite, tout de suite. Donc ça, voilà, c'est des détails, mais voilà. Donc ici, j'ai juste dit, voici l'adresse, voici le port, et ça, c'est true, true, pour dire vrai, vrai. Voilà. Si vous ne l'aviez pas mis, il l'aurait mis par défaut. Donc là, on vient de dire, bah, c'est bon, je peux envoyer des petites commandes vers cet endroit-là. Donc nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est faire en sorte que le tank, pour pouvoir le voir, on va le faire genre avancer, arrêter, avancer, arrêter, avancer, arrêter. Donc on va faire un player, point, push, voilà. Hop, hop, hop. Et alors ici, il me demande qu'est-ce que je dois mettre. Donc là, il vous faut un ID de joueur. Donc vous allez choisir un numéro, genre player index égale comme ceci. Voilà, j'ai choisi un numéro aléatoire. Je vais ici mettre ce numéro, player index, qui sera mon numéro dans le jeu. La valeur qu'on veut envoyer, bah, c'est le fait d'aller vers l'avant. Donc on va faire key down. Le nombre de temps, quand est-ce qu'on veut l'exécuter, bah, tout de suite. Donc on va mettre 0. Et là, du coup, on vient de dire à mon programme, envoie un index et un entier avec la date, avec un tout petit délai de 0 secondes. Basiquement, c'est ça que je viens d'écrire. Vous allez me dire, c'est pas très très digeste. Donc du coup, on va directement faire une méthode par la suite. Donc ici, ce petit message, on veut l'envoyer, mais on veut l'envoyer avec un tout petit temps, une sorte de délai d'attente. Donc ici, on va faire time.sleep, comme ceci, et on va lui demander d'avoir ceci, c'est-à-dire, on va dire, bah, moi en tant que joueur numéro ceci, je vais pousser sur la touche down, qui veut dire aller en arrière ici, je crois, pour ce jeu-ci, donc on va peut-être plus utiliser up. Et plus 1000, ça veut dire que je veux relâcher, parce que 2000, c'est relâcher dans la convention que je vous ai donnée en ligne. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on veut attendre une demi-seconde. Le truc, c'est que on pourrait faire un copier-coller comme ceci. Oups, désolé. On pourrait faire un copier comme ceci, mais c'est pas idéal. Ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt faire ce qu'on appelle des méthodes. Si vous l'avez déjà vu hier, normalement en 10 secondes ninja. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est ceci. Enfin, c'est pas des méthodes, on utilise une boucle. Une boucle, c'est fait plusieurs fois la même chose. Et en Python, ça s'écrit comme ceci. For i in range. Voilà. Donc en gros, là, je lui dis, fais avec i, c'est le compteur, de 0 à 100 fois cette action suivante ici. Normalement, maintenant que je vais faire play, voilà, il va faire cette action-là 100 fois. Alors là, le temps qui ne bouge pas, c'est normal parce qu'on n'était pas dans le lobby. Vous voyez ici un petit bouton reset, si je mets mon curseur, ça recommence la game et start pour le lancer. Donc en fait, il faut que vous ayez bougé votre manette dans le lobby pour que votre tank soit considéré. Alors, où est-ce qu'il est notre tank? Reset. Voilà. Start. Est-ce que vous voyez notre tank?
Je ne le vois pas. À mon avis, je me suis planté quelque part. Alors, on l'a bien envoyé là. On va utiliser plutôt mon adresse locale pour être sûr que je ne me sois pas planté d'adresse IP. Ça me paraît peu probable. Le port, c'est bien 2504. Je peux aller vérifier dans le jeu, mais normalement, c'est 2504. On a bien fait un fort, on a bien envoyé à cette adresse-là, à ce port-là. Oui, oui, player, tatata, index, tatata. On a bien mis ça. Le truc, c'est que là, je ne vois pas apparaître. Ce serait 2500. Ce serait autre chose? À mon avis, c'est 3615. J'ai dû changer. Je vais voir si c'est pas 3615 parce que je l'ai changé, je croyais, mais je suis pas certain. Voilà. 17. Non, c'était pas ça. Bon, on va les voir, hein. Désolé, je vais juste checker dans Unity ce que j'ai mis comme données. Yep, yep, yep. Mais basiquement, c'est ça qu'on va faire. On va envoyer des messages sur ce port-là et c'est ça qui va nous permettre de déplacer l'objet en question. Alors, Unity se connecte. Voilà. On lance le jeu Bubble Tank After Jam. D'ailleurs, ça me permet de vous dire que le code est en ligne, hein. Donc si vous désirez jouer à ce jeu-là, vous pouvez aller sur GitHub. Ici, vous cherchez après Eloi, vous allez dans ses répertoires et vous cherchez après Bubble Tank After Jam ici. En ayant cherché Bubble Tank After Jam, vous avez le code qui se trouve ici. Et là, je rajouterai la release de dimanche, je rajouterai la version du jeu qu'on aura testé dans cette vidéo-ci et les suivantes. Et il y aura ici l'exécutable si vous désirez juste lancer l'exécutable. Ça, c'est si vous voulez accéder au code ou si vous voulez y jouer. Alors, Unity se lance. Du coup, on va attendre. Il faudrait peut-être que je rajoute une sorte de petit truc qui permet d'afficher les derniers messages reçus, histoire d'être sûr de voir ce qui se passe. Alors, pop, pop, pop. Ok. Bon, bah, en attendant que ça se fasse. L'idée ici, c'est qu'on va vouloir envoyer le tank. On va vouloir envoyer l'instruction d'avancer au tank régulièrement. Pop, pop, pop. Le truc, c'est qu'on va devoir faire d'autres actions aussi, comme le fait de simplement attendre et puis faire quelque chose. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire ceci. While true, c'est-à-dire à l'infini, pendant une durée infinie, nous allons lire l'input de l'utilisateur. Donc on va faire input player égale, et on va lui demander de rentrer une clé. Input, ça veut dire affiche de la console quelque chose pour qu'il puisse rentrer du texte. Et dedans, on va dire, bah en fait, si jamais l'utilisateur il rentre le message if input player est égal à test, comme ceci, alors on va faire ce code-là, comme ceci. Si jamais else, s'il se passe aucune des conditions qui étaient prévues, à ce moment-là, on va juste lui demander d'avancer tout le temps vers l'avant, par exemple. On va dire ici, comme ceci. Et hop. Ou on peut lui demander juste attaquer, ça pourrait être marrant ça. Alors, pour juste attaquer, bah, il va falloir la touche attaquer, qui est keyspace, comme ceci. Et on va lui dire d'attendre juste un tout petit peu. Alors, vous voyez qu'il y a des messages d'erreur, c'est parce que le Python, si vous ne l'avez pas déjà compris, il fonctionne avec de l'indentation, c'est-à-dire le décaler ligne, pour pouvoir faire du code. Alors, voilà, plus 1000. On sauvegarde. On vise vers le port. Alors, du coup, est-ce que Unity s'est ouvert? Unity s'est ouvert.
Alors, écoute du port 2504, donc c'était bien 2504 qu'il fallait. Et alors, le fait de vous envoyer les données, vous pouvez voir que c'est sur le port qui sera le port. Ah, je ne l'ai pas rendu configurable, je crois. Ah si, il est là configurable. Ce sera sur le port que vous me donnez en fait. Vous me dites quel port vous voulez avoir et je vous l'envoie sur votre adresse et sur votre port. Donc ici, en l'occurrence, nous sera 8001, mais si vous voulez un autre, vous me le dites et je vous mets un autre. Alors, donc normalement, ça aurait dû marcher avec ceci. Donc, hop, Sandy DP, on lui donne l'adresse, on lui donne le port, on dit oui, oui, prend ça, on fait play. Voilà. J'ai peut-être cassé le... C'est peut-être que quand il s'est lancé, il a cassé le port parce que autre chose est en train d'écouter. Yap, yap, yap. On va réessayer. Si ça marche pas, je vais aller dans Unity voir si ça marche. En fait, je peux directement aller dans Unity si ça marche. Alors, hop, on va arrêter, on va faire play. Voilà, ici je vais dire que je ne veux rien. Du coup, il rentre dans une boucle infinie. Pourquoi il a écrit autant de choses? Sleep, on va dire juste une seconde. Voilà. On va faire play. Cadenas, clear. Hop. Alors vous voyez qu'en fait là il envoie des messages mais il ne vous le dit pas. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle un print, c'est-à-dire afficher. Donc ici on va faire print, attaque. Voilà. Et ici on va faire print, test, virgule, i. Là maintenant si je l'arrête et que je fais play, voilà, je fais tout, test. Alors le problème c'est que la console de Visual Studio ne marche pas. C'est malin ça, c'est très malin. Il va falloir que je trouve une solution à ça. Pour le moment, du coup, on va se contenter de... Ah, c'est chiant ça. Pour le moment, on va se contenter de ne pas utiliser la console alors. Voilà. Play. Donc là, c'est censé attaquer toutes les secondes. Donc on va relancer le jeu. Et alors ici, est-ce qu'il y en a un qui attaque? Ça n'a pas l'air. Hein. Et si je relance le jeu? Je ferme le jeu. On va aller dans Unity, voir si ça marche dans Unity. Si ça marche dans Unity, on va aller rebuilder le jeu et voir ce que ça donne. Ici, si je fais play, on va voir ce que ça donne. Voilà. On fait reset. On attend. On fait start. Et ici, on voit personne qui tire. Et pourtant, normalement, on reçoit bien le signal ici. Il est bien envoyé là-bas. Lui, il correspond du coup à cela. Hein. Space c'est 132 apparemment. Voilà.
Et il apparaît pas. Alors, la raison pour laquelle il apparaît pas, à mon avis, c'est parce que pour ajouter un joueur, je dois bouger la manette. On va essayer de bouger Player Input. Parce que là, on reçoit bien de cet index-là des informations. Qui est envoyé là, qui est envoyé là, qui est envoyé là. Deux 219, Fire. Hop, on va essayer ceci. Est-ce qu'il y en a un qui tire? Ah, il reçoit bien le message. Donc là, c'était juste au niveau de ça, le fait de se déplacer qui était qui ne fonctionnait pas de cette manière-là. Donc pour pouvoir se déplacer vers l'avant, il faut que je lui dise de se déplacer vers l'avant. Donc on va faire ceci. Move. Pour une seconde. Vers. Key up. Key up c'est 1038. Est-ce que c'est toujours bien 1038 ça? 1038, ouais. Down 40. Oui. Left near. Donc on va arrêter le code, on va relancer le code. Et là il a avancé, il a tiré. Il a avancé, il a tiré. Donc a priori, sur cette partie-là du code, ça fonctionne. Il avance, il tire. Il avance, il tire. Ok. Donc on va rebuilder le projet. Hein. Build setting, build profile. C'est bien la scène actuelle, oui. Les configurations, on est toujours bien dans ça. Il y a juste un truc qui est très important dans mon projet, c'est ça que je vérifie. C'est le fait de désactiver cette partie-là, mais vu que tantôt ça n'avait pas fonctionné, je préférais vérifier. Close, ok. Donc on va faire build and run. Build and run. Yes. On va En fait, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, donc je préfère build and run pour être sûr que ça fonctionne. C'est ça que je suis en train de faire pour être sûr que la version qu'on vient de tester, c'est bien celle qu'on est en train d'utiliser dans l'exercice. Dans tous les cas, la version qui sera en ligne sera celle qui fonctionne évidemment. Donc là, il va builder Unity. Et alors en fait, Unity a un plugin natif qui sur Windows vient faire que le jeu vient s'afficher par-dessus, ne bloque pas la souris, mais du coup vous pouvez plus cliquer cliquer et utiliser les souris et des trucs comme ça. Il faut utiliser du code natif si vous voulez utiliser la souris et du code. Mais ça permet d'afficher un jeu par-dessus l'écran. Ici, on va faire un petit reset, un petit start. Et est-ce qu'on le voit bouger? Oui, on l'a. Donc je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, c'est pas grave, on va se contenter de ça pour le moment. Donc voilà. Ici, on a notre petit tank ici qui est là. Et ce petit tank bouge et tire. Magnifique. Donc ici, vous voyez que le compteur, il va revenir. C'est le rouge qui a gagné parce que c'est en rouge ici. C'est-à-dire que les rouges avaient plus d'unités que les autres. Et donc, par exemple, ici, si je tue certaines unités, comme ceci, normalement, là, ce serait les bleus foncés qui vont gagner dans 35 secondes. Donc, ça pour dire. On va retourner dans notre code. Nous, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que notre petit véhicule, il fasse un peu plus que juste tirer et bouger. On aimerait bien faire qu'il aille un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Pour pouvoir le faire tourner, bah, on va devoir écrire ça. Mais vous avez vu que ça, c'est extrêmement chiant à écrire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des méthodes. On va écrire ici, def, ici, start, rotate, left, start. On va créer une méthode en snake case. Snake case, c'est quand vous mettez les petites barres comme ça.
et on va dire que ça va faire appel à du code. Sauf qu'en fait, ce qu'on veut faire, c'est plus en fait débuter le fait de pousser sur une touche et arrêter de pousser sur une touche. On va pouvoir faire une autre méthode qui s'appelle press hop, 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 qui start, à laquelle on donne une clé qui to press, la clé à enfoncer, comme ceci. La clé enfoncée, on va dire, bah, tu enfonces la touche comme ceci. Et alors, on va créer du coup une deuxième méthode, press key end, qui elle va prendre la clé qu'on lui a donnée, plus 1000. Magnifique. Donc là, on va pouvoir faire juste, bah, vas-y, pousse sur le bouton. Donc ici, quand on veut tourner à gauche, ce qu'on a besoin de faire, du coup, c'est de commencer à pousser sur la touche de gauche. Et quand on veut tourner à droite, pousser sur la touche de droite. Maintenant, quand on veut commencer à aller vers la droite, comme ceci. Voilà. Là, on peut aller à gauche, on peut aller à droite, on veut aller devant. Maintenant, on veut pouvoir aller derrière. Et il nous faut aussi pouvoir tirer. Sauf que le fait de tirer, il est fort possible qu'on ait besoin de juste tirer. Donc, ce qu'on va faire, c'est ceci. Parce que ça reste des touches qu'on enfonce et qu'on relâche dans la théorie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fire. Comme ça, pour dire, bah vas-y, tu attaques. Et on va faire ceci. Alors, si vous voulez du temps, vous pouvez faire cela. Fire with delay. Comme ceci. Attention que si j'avais mis fire, j'aurais écrasé celle-là. Donc les méthodes peuvent s'écraser les unes les autres. Donc ici, on va lui dire le temps qu'il faut. Delay in seconde. C'est un flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule. Et on va mettre délai in seconde ici. Maintenant lui, on ne va pas lui mettre de délai, on va juste directement envoyer les deux signaux. Voilà, donc là je tire un coup, là je tire avec du délai. Et toutes ces méthodes-là vont nous permettre de bouger notre tank. On va les vérifier que tout ça fonctionne en faisant ceci. On va virer ça, du coup, on n'en a plus besoin pour le moment. Voilà. On va simplement dire print move up. Pour dire, hey, je suis en train de monter en haut, fais un test pour monter en haut. Move up start, tatata. On attend 3 secondes. Et on fait ceci. Magnifique. Maintenant, on fait pareil pour move down. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que chacune des touches fonctionne correctement. Parce que si les touches ne fonctionnent pas, c'est pas besoin d'aller plus loin. Il faut d'abord vérifier que tout fonctionne. Vous pouvez voir que j'utilise de l'autocomplétion. En plus de l'autocomplétion, moi j'ai ce qu'on appelle Copilot, qui en fait me propose du code. Donc ici, vous étonnez pas si vous n'avez pas nécessairement tous ces trucs-là qui s'affichent. Donc voilà, donc ici ce qu'on va dire c'est tu bouges en haut, tu bouges en bas, tu bouges à gauche, tu tournes à droite, enfin tu tournes à gauche, tu tournes à droite, puis tu tires un coup, tu as 33 secondes, puis tu retires un coup avec un délai d'une seconde. Et ici, end reach. L'idée c'est que vu qu'on est dans une boucle sans fin, un while true, ça va faire ça à l'infini. Ici je vais faire play, voilà, on va verrouiller le cadenas, on va faire clear, et alors, où est-ce qu'on est nous? Alors, normalement, on est un truc qui tourne à gauche. J'aurais peut-être pu faire tirer entre chacun des fire. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais tirer avant de commencer pour que je sache où je me trouve dans la carte. Voilà. Arrêtez. Play. Vous voyez que je suis là. J'avance, je tire. Je recule, je tire. Je vais à gauche. Je vais à droite. Et on arrivait à la fin. Donc il va tirer un coup, mais c'est déjà ce qu'on faisait. Et il tire avec du délai. Il a fini et il continue. Magnifique. Oh yeah! On s'est fait tuer là? Attends, parce que je crois que tu peux tirer quand t'es mort. Ce qui serait pas idéal.
ce ne serait pas idéal. Il faudrait que je vérifie. Donc tout ça pour dire. On a du coup maintenant un magnifique jeu qui est jouable. Le truc avec la console, ce que je vous disais, c'est que malheureusement, la console de Visual Studio ne voulait pas fonctionner. Sinon, on aurait pu utiliser la console ici. Il va falloir que je trouve sur Internet comment on fait pour débugger cette situation-là, de pouvoir utiliser la console qui est ici. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est ceci. On va, hop hop hop, KU. On va dire que ici, si ça s'appelle test input, on va prendre tout ça et on va aller tester pour vérifier que tout fonctionne bien. Voilà. Hop hop. Ça veut dire qu'on veut juste tester si ça marche. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait peut-être par exemple faire, c'est pouvoir jouer avec des touches. Ah, il y a quelqu'un qui est à la porte, je reviens. Ok. Salut. Alors, l'idée ici, c'est que nous, ce qu'on veut faire, c'est dire si l'utilisateur nous dit qu'il veut juste tester les touches, ben, on exécute ça et puis on s'arrête. Maintenant, si jamais il demande autre chose, donc else if, et alors c'est quoi l'autre chose? Ben, si l'input du joueur c'est, et là on va pouvoir lui dire une touche. Par exemple, si je pousse sur K, ben, ça veut dire que je veux tourner par exemple. Donc ici je vais mettre rotate left start, comme ceci. Maintenant, le truc c'est que si jamais je pousse sur D, je veux tourner à droite. Si je pousse sur Z, je veux aller vers l'avant. Si je pousse sur S, je veux revenir en arrière. Si je pousse sur espace, donc c'est espace c'est space, et space c'est ceci. Sauf que là je vais faire un petit truc, c'est que je vais faire ceci. Non, je vais pas le faire. Juste si on met espace, ça va tirer. Maintenant je pourrais mettre genre F. Ou F pour tirer. Voilà. Et donc du coup on va pouvoir tirer, c'est fire, comme ceci. Z, hop, S, il nous manque le S. Alors le break, il n'est pas le bienvenu parce qu'il va me sortir de la boucle for. La boucle infinie, nous ce qu'on veut, c'est juste faire des actions. Voilà. Donc on dit, si jamais on fait du test, on fait du test, mais sinon quand on envoie ça, on va pouvoir faire bouger notre personnage. Le truc c'est que j'ai besoin de pouvoir arrêter le tank. Donc on va rajouter un autre. Ici, X. Et alors, je vais faire un petit truc particulier. Faire ceci. Push. Integer date, comme ceci. Et ici, je vais mettre 1800, une 2, une 2, une 2, une 2. Yep, yep, yep. Ouais, bande de fou. Donc 1800, en fait, ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir l'input du joystick de droite, l'input du joystick de droite, l'input du joystick de gauche, l'input du joystick de gauche, et 18 pour dire que c'est une manette. Et en fait, ça me permet de dire, bah, la manette, tu la mets à cet état-là, qui est les deux manettes ne font rien. Donc ici, on va faire ceci. Donc on va sauvegarder. Alors vous avez bien vu que la console ne voulait pas fonctionner tantôt. Donc il va falloir qu'on fasse un autre truc. On va faire Show in Explorer. Voilà. On va voir ça qui va apparaître. Et ici, on va simplement exécuter le code Python. Donc si je double-clique dessus, il va lancer la console. Et ici, on va se retrouver avec une console. Vous voyez? Donc ici, je vais relancer le jeu. Je vais faire Start. Voilà. Donc je vais lui dire de se déplacer. Donc je vais faire Q. Et là, normalement, il y en a un qui tourne en rond. Vu que je sais pas c'est lequel, on va faire Z. Alors, vous voyez un gars qui se déplace comme un... je le vois pas. À mon avis, il n'a pas été ajouté. Alors, reset. Fait F. Là, j'ai d'être ajouté. J'ai de voir ma barre apparaître.
Si je fais F, ouais, vous voyez ici, je suis ici. Maintenant, si je fais D, je bouge. Si je fais A, je vais vers l'avant. Voilà. Si je fais F, je vais pouvoir tirer. C'est quoi la vitesse maximum du tir? Il faudrait aller vérifier, mais dans mes souvenirs, on a mis un délai, un spawn, pour être sûr que vous ne puissiez pas tirer à l'infini. Il y a déjà pas mal de balles. Bon, le truc, c'est que c'est épuisant de tirer comme des ratés. Donc, ce serait bien de pouvoir faire un truc qui permet de dire, bah, tu tires en permanence et puis tu le relâches. Si je veux faire un truc qui tire en permanence, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire ceci. On va dire... Hop, hop. Else if, comme ceci. Input est égal à F majuscule, parce que la majuscule est importante. À ce moment-là, for un certain nombre de fois, 1000 fois, on va les tirer très rapidement. Bon, je vous déconseille de faire ça parce que si vous jouez sur mes serveurs, vous allez être banni parce que vous faites du spam. Parce que vous auriez beaucoup trop de messages par seconde. Et ici, en l'occurrence, on va le faire juste pour le fun. Si je fais ça, donc F majuscule, je fais play. Ah oui, non, je ne peux pas faire play. Je relance le script. Alors, je ferme le script. Je le relance. Voilà. Maintenant, si je fais F, alors on n'est plus dans la game parce que c'est une nouvelle game dans mes souvenirs. Alors, on va attendre que ça se relance. Tada! Vous voyez que là, je suis en train de tirer comme un dératé avec mon personnage. Le problème, c'est que ici, on vient de faire une exécution de code qui est sur un thread simple. C'est-à-dire que tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Donc, il faut que vous mettiez une condition sortie, mais vous n'avez plus accès à votre clavier parce qu'il est en train de faire le code que vous lui avez demandé. Donc ici, vous voyez que je peux écrire ça, je peux écrire ça. Voilà, on va le faire tourner un petit peu vers les ennemis. Voilà. Faire X au moment où... Voilà, donc là, je suis vers les ennemis. Je peux faire avancer, et puis je vais faire majuscule F, et là, il va tirer. Alors, vous voyez que j'ai quand même fait un petit code qui est pas terrible sur le serveur, que je vais devoir aller changer. Pour le moment, quand vous écrivez un truc, ça a tendance à tirer et puis l'arrêter. Moi, ce que je veux, c'est qu'il continue à avancer, je continue à aller vers l'avant. Ça, je risque de le changer pour que tout se passe bien. Soit c'est ça, soit je me suis planté dans mon code ici. Alors, rotate left, fire, move, move down. Ah non, c'est parce que... non, si, j'ai fait une erreur. Sur mon serveur, moi j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Ah, j'ai oublié les plus. J'ai oublié les plus. Ah bah non, qu'est-ce que je raconte? C'est via N, donc c'est bon. Et j'ai réalisé. Donc ça pour bien. Magnifique. On peut déplacer notre tank. Je devrais changer un peu mon code pour qu'on puisse continuer à aller en avant tout en arrière droite tout en tirant. Je ne sais pas pourquoi ça a changé. On va aller changer ça. En attendant, ici, c'est bien beau de pouvoir faire ça, mais c'est dommage de ne pas pouvoir écouter à l'état du jeu. Donc, parce que là, en fait, on est en train de jouer, mais on n'est pas en train d'écouter à l'état du jeu. Donc, ce qu'il faut faire pour pouvoir écouter à l'état du jeu, il va falloir qu'on fasse une sorte de boucle infinie qui va écouter un message UDP qu'on m'envoie. Comment on fait ça? En gros, ici, il va falloir que je lance ce qu'on appelle un thread. C'est un peu un mot un peu chiant, compliqué, mais thread, ça veut juste dire on a une application qui tourne sur le côté. On va faire, là je vais utiliser l'IA, create a thread that listen to the port 8001 on the side. Voilà. Donc là, il va me créer en fait une petite méthode. Voilà, accepter. Il va vous apporter deux trucs. Thread qui sait comment on fait des threads et socket qui sait comment on fait du réseau. Ici, un thread socket. Voilà. Ici, du coup, avant le while, parce qu'une fois qu'on sera dans le while, on ne pourra plus rien faire, on va appeler une sorte de petite méthode. On va dire
Salut à toi, c'est bien joli, mais j'ai besoin d'écouter un port. Voici ce port. Le port ici, c'est listen port, c'est celui qu'on a défini plus tôt, qui vaut 8001. Voilà. Et ce port ici, il va dire, bah écoute, je vais m'abonner au réseau. L'endroit où j'entends les messages arriver, c'est mon ordinateur, que 127.0.0.1. Alors, l'idée ici, c'est que c'est pas vraiment à l'ordinateur, à votre ordinateur spécifiquement que vous voulez écouter, c'est à tout le monde et pas que l'ordinateur. Ici, c'est ce qu'on appelle un masque. Ça vous permet de dire c'est que mon ordi ou que cet ordi ou que ces ordis. Nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est tous les ordis. 0.0.1. Attention, quand on sent ça, ça veut aussi dire que les personnes en classe peuvent envoyer sur ce port-là des messages. Et si vous n'avez pas fermé le port, eh ben, vous allez recevoir un message d'une personne. Donc si vous voulez faire un jeu multijoueur, ça peut être fun, mais faites gaffe que d'autres personnes peuvent envoyer sur ce port-là. Il n'y a pas que mon jeu qui l'envoie. Donc fermez bien vos ports ou bien mettez juste 127.0.0.1. Alors là on écoute à tous les ports qui arrivent et tu m'affiches le message que je reçois. Puis ici on va faire play. Et alors vous allez voir que normalement alors ici il me dit le problème c'est que tu as un message qui arrive effectivement mais il est trop gros et ça fait tout péter. En fait ce qui se passe c'est que moi je suis parti du principe que je faisais un jeu dont le message que vous allez recevoir fera 65 000 de long maximum, parce que c'est la taille d'un message UDP. Si on va regarder sur Internet à Payload, UDP Payload, max size, c'est ce nombre-là de bytes maximum que je peux vous envoyer dans un message UDP. On va aller mettre ça dedans. Donc il va pouvoir stocker dans la mémoire ce nombre de bytes c'est une sorte de buffer, c'est un truc qui reçoit et qui attend que ce soit complété pour dire c'est bon, j'ai tout reçu. Donc du coup ici, je dis voilà, de toute façon le message que tu devras recevoir, il fera la taille d'un message UDP de toute façon. Il fera sûrement beaucoup moins, mais s'il y avait beaucoup de joueurs, ça ferait cette taille-là. Ici on va faire stop, on va faire play. Voilà, et vous voyez qu'on reçoit le message. Donc ici on peut constater que ça ressemble à ceci. Vous avez l'ID des données que je vous envoie, ici, puis vous avez un retour à la ligne, et puis vous avez les données qui se suivent les unes les autres, comme ceci. Et donc du coup, si jamais on prenait ce message-là, qui est en UTF-8, donc le petit B ici devant, ça veut dire que vous le recevez en format byte, donc c'est des 1 et des 0. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un format texte. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est dire ceci. Texte, comme ceci. On prend la donnée, data, on la décode, et on dit que c'est de l'UTF-8, le format d'écriture d'un texte. Et on va le stocker dans le texte. Maintenant, ce qu'on va afficher, c'est non plus le data, mais le texte en question. Ça, c'est pour l'adresse, c'est pour savoir qui vous a envoyé ça. Vous pouvez voir que ici, si on regarde, tout en bas, il est mis receive ta, et puis normalement, on a c'est envoyé depuis votre ordinateur à vous. Et ça, c'est le port de renvoi, je sais plus à quoi ça sert. Tout ça pour dire, voilà, donc là on a écouté au message. Et là, vous avez les positions des joueurs. Vous voyez un peu l'idée? L'idée ici, c'est que si vous voulez la position de votre tank, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ceci. On va couper le texte en lignes. On va faire line pour dire on veut des petites lignes. Et on veut les découper avec \n, comme ceci, pour dire le retour à la ligne, on veut l'utiliser pour savoir qu'il y a une ligne qui est passée. Et on va dire if line for line in line. Donc là, ça veut dire prends toutes les lignes qui sont stockées dans un tableau, tu les parcours toutes et on va l'utiliser pour faire des tests. Donc toutes les lignes, en tant que ligne, on va faire quelque chose avec. Et dans ces lignes, nous ce qu'on veut faire, c'est de dire est-ce que la ligne commence par mon numéro de joueur? Parce qu'on peut voir ici qu'il y a le numéro de joueur plus suivi de l'équipe. On va faire if line start with et on va lui donner notre ID player index
comme ceci. Si jamais c'est ça, à ce moment-là, on va afficher la ligne. Voilà. Je vais l'appeler mi, deux points, virgule, et la ligne. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire un petit trim. Line.trim. Trim, ça veut dire trimer. En anglais, ça veut dire retirer un bout. Et quand vous faites un trim, ça va retirer un bout derrière et devant le message. Voilà. On va l'arrêter. On va faire play. Voilà. Et normalement, vous ne devriez recevoir rien du tout. Alors ici, il me dit, il y a une erreur. Parce que ce que tu m'as dit, c'est un entier. Ici, j'ai mis que c'était spécifiquement un entier. Et tu m'as demandé de vérifier un entier sur un texte. Donc il y a une erreur de type. Donc, on va dire que c'est pas idéal. Donc ce qu'on va faire, c'est on va dire non, mais c'est bon. Tu me convertis cet entier qui est mon numéro d'identifiant en un texte pour que je puisse le comparer avec du texte. On sauvegarde, on l'arrête, on fait play. Et vous voyez que là, normalement, bah, ça marche pas. Ah si, c'est parce qu'il affiche tout. Yep. On va dire arrête d'afficher le message. Voilà. Ok. On fait play. Alors, le code est déjà en train de tourner. La raison pour laquelle on ne voit pas le message, il est simple. On n'a pas rejoué à la partie. Donc ici, pour le moment, on va reset. On va start. Et on va vérifier que... 2 secondes, je réfléchis. Start thread UDP listener. Print. Start. Au call logique. Voilà. Ici, on dit, bah, on va commencer à lancer le truc et on va lancer la logique. Comme ça, on va pouvoir voir si au moins ça s'est lancé. Play. Ici, on peut voir qu'il a envoyé des informations. Puis il a start loop thread. Hello, NP. Vous voyez que là, il est arrivé au fait d'avoir le fameux message d'entrée qui est ici, avec le move left, move right, etc. etc. Pour nous, ce qui se passe, c'est que du coup, là, on n'a plus vraiment envie d'utiliser la console. On va dire pop-up use console égale false if use console. Voilà. Donc là, on lui dit, bah, à l'infini, si on demande d'utiliser la console, on va utiliser la console, mais là, on n'a pas envie. On va plutôt utiliser notre logique à nous. Bol use mini old type AI true. Donc ici, on va lui dire, on veut utiliser notre propre AI à l'ancienne. Et on va aller mettre le code ici. Handle AI logic. Alors j'ai oublié de mettre le def pour dire que c'est une fonction. Le point, voilà. Start logic AI. Et on va mettre notre logique là-bas. Donc là, on est en train de lui dire, bah écoute, quand tu vas rentrer dans la logique, on va pas utiliser une logique console. On va utiliser une logique plutôt de type le code fait ce qu'il a besoin de faire. Et ici, on va du coup pouvoir voir le joueur qui fait quelque chose. Bon, pour l'instant, la logique de mon IA, c'est exactement celle que j'avais fait tantôt. Hein. C'est de dire tu tires et puis tu bouges et puis tu tires et puis tu bouges. On va faire, bah en fait, on va copier ça. Hein. Fire. Voilà, magnifique logique de code. Hein. Donc ici, on va faire ça à l'infini, c'est ça la logique de mon code. Voilà. Sauvegarder. On arrête. On fait pause, play. Donc là, le truc se lance. On a normalement le truc qui va écouter au message UDP, mais on doit faire partie de la game. Donc on va faire reset et launch.
Donc maintenant, normalement, je suis dans la game. Et alors là, il me dit que j'ai un message d'erreur parce que j'ai fait une erreur ici. Trim. Apparemment, c'est pas trim. Pop, 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 pop. Alors, du coup, moi, vu que j'ai copilote, ce que je vais faire, c'est juste correct. Juste pour voir. Qu'est-ce qu'il va me corriger? Et il ne m'a pas corrigé. On va. Pourquoi est-ce que. Je sais bien que la fois passée, j'avais eu un problème avec trim qui s'était pas. Je crois que c'est parce que normalement, je dois pas. Je dois faire juste comme ceci, je crois. On va enlever le trim pour le moment. Je regarderai après. Voilà. Play. On clear. On met le cadenas. Et voilà. Vous voyez, vu que je suis pour le moment dans la partie, là, l'espèce de trou de balle en train de tirer qui réussit à se tuer. D'ailleurs, j'arrive encore à tirer quand je me suis tué. Il faut vraiment que je vérifie que je corrige ça. Ici, vous pouvez voir. Ah non, c'est parce que j'ai mis mon curseur dessus qui s'est tué. Donc ici, vous voyez qu'on a la position de notre joueur. Ici, dans les données, on a ça, c'est l'ID de notre joueur. Ça, c'est l'ID de son équipe. Donc on est dans l'équipe 0, donc la rouge. Ça, c'est sa position en X, Y, Z, mais avec des millimètres. Ça, c'est la rotation du joueur. Donc, quelle est sa rotation actuelle? De 91 Y sur Unity. Ça, c'est sa taille, parce que j'ai mis une taille au cas où si on veut faire un jeu où le temps peut grossir, comme dans un Agario. Et ça, c'est sa rotation. Alors, un peu particulière. Paint. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le dernier élément, il est assez important si vous voulez pas faire des maths complexes. En fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est l'axe Y et X mathématiques. Et en fait, ça, c'est l'axe de Unity. Voilà. Donc ça, c'est le X. Ça, c'est le Y. Et ça, c'est le Z. Voilà, Z, ça va vers l'avant. Le problème, c'est que votre tank, il est ici. Hop, 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 comme ceci. Voilà. Magnifique. Sur l'axe des X, par exemple. Là, c'est Y, c'est-à-dire la hauteur. Et du coup, on n'a pas le Z. Vous voyez que c'est un peu compliqué de devoir gérer les rotations entre X, Y, Z, machin. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris votre tank comme ceci. Voilà. Par exemple, qui vise vers là. Magnifique. Et j'ai pris l'angle qui se trouve là-bas. Et en fait, si vous faites l'arc tangente, vous vous souvenez de la tangente, c'est l'espèce de ligne ici qui est sur le côté. Si vous faites l'arc tangente de certaines valeurs, vous arrivez à avoir ce magnifique angle-là, qui va de 0 à moins 180. Voilà. Et qui va ici de à plus 180, pardon, à moins 180. Voilà. Donc en fait, ici, vous avez 0. Ici, vous avez 90. Et ici, vous avez moins 90. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Genre celui-là, qui était là, qui allait dans ce sens-là, et ben il est à moins 90, moins 45, moins 120, un truc comme ça. Alors que, yop, 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 celui-ci, par exemple, il est en 0. Celui-là, il est en moins 20. Et alors celui-là, il part par là, donc il est en plus ou moins 170. Vous voyez un peu l'idée? Donc c'est ça la dernière donnée que je vous ai donnée. Ça vous permet de ne pas devoir faire trop de maths. Parce qu'en gros, ici, par exemple, si vous voulez avoir votre tank ici, le tank de l'adversaire là-bas, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous fassiez la position de votre target moins la position à vous, player, et vous allez avoir la direction du joueur. Vous allez avoir une donnée qui fait ceci, mais sur l'axe des 0. Une fois que vous avez cette direction-là, en faisant une tangente, une arc tangente, vous allez avoir l'angle ici dans lequel le joueur se trouve. Et donc du coup maintenant, si vous prenez votre tank qui est ici et que vous le faites tourner vers la droite, il y a un moment donné où son canon sera sur le même angle que le joueur là-bas et donc vous faites face au joueur. Donc ça c'est l'exercice suivant. C'est-à-dire que ici le but c'est de réussir à bouger son tank, de tirer sur des gens, de jouer au jeu. Mais si votre but c'est de gagner la partie, il va falloir tirer sur les autres. Et si vous voulez tirer sur les autres,
il va falloir utiliser, malheureusement, des maths pour pouvoir réussir à tirer sur les autres. Et donc, voilà. Où est-ce qu'on en est? On va pas faire cette partie-là des maths pour le moment. Tout ce que je voulais dire, c'est que vous avez votre position ici. L'idée ici, du coup, c'est que vu qu'on a une ligne avec des données, bah, il va falloir ranger ces données dans une sorte de tiroir qu'on va nommer. Et ça, c'est ce qu'on appelle des classes. Donc ici, je vais retourner en haut de mon code et je vais créer ce qu'on appelle une classe. Donc, je vais faire une classe ici pour dire je veux créer une classe. Cette classe, c'est player info on server. Les données du joueur sur le serveur. On peut constater qu'il m'a donné plein de trucs, mais c'est pas du tout ça que je vais avoir besoin. Mais je peux m'en servir pour débuter. Donc ici, nous, ce qui va nous falloir, c'est self. Donc, oh oui, désolé, je repars de ça. C'est dire qu'on fait une classe. Ça, c'est ce qu'on appelle un constructeur. C'est quelque chose qui va dire, bah, quand je vais créer cette classe qui contient des données, voilà ce qu'elle va contenir, la donnée. C'est ce qu'on appelle un constructeur. Là, self, c'est pour dire, c'est une méthode qui appartient à l'objet qui va être créé. Donc, par exemple, à la position de ce joueur, ou à la position de ce joueur, de ce joueur. Donc, en fait, ça va dire, self, c'est-à-dire l'objet qui sera créé. Le paramètre suivant, ça va être, bah, qu'est-ce qu'on crée? On a le joueur ID. Voilà. On a le player team ID. Voilà. On a quoi d'autre comme données? On a sa position. Donc, player, donc position X, Y, Z. On a sa rotation, ici, suivi de sa taille. INT. Voilà. Et suivi de la dernière donnée dont je vous ai parlé. Flat. Flat. X. Z. Z. Angle. Voilà. Alors, ils sont tous en flottant, à virgule, sauf que quand on le reçoit du serveur, il ne sera pas en flottant. Il va falloir le convertir. Donc ici, on a l'ID du joueur, l'ID de son équipe, ses positions, sa rotation, sa taille et l'angle du truc. Maintenant qu'on a ça, bah, il va falloir faire les initialiser dans le self. Donc, c'est-à-dire que là, on vient de donner des paramètres. Maintenant, il faut les mettre dans les cases. Ici, j'ai une virgule en trop. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les mettre dans les cases? On fait comme ceci. On dit que self. Le nom de la case égale à la donnée qu'on nous a donnée. Heureusement, on vit dans un monde où il y a de l'autocomplétion, donc on va pouvoir juste demander d'autocompléter. Voilà, magnifique. Donc là, on a basiquement initialisé un objet qui peut avoir une position, un angle, etc. etc. Ici, c'est bien beau, mais il va falloir stocker ces objets dans une sorte de tableau qui nous dit, bah voilà l'état des joueurs actuels. Vous avez deux systèmes. Vous avez le tableau, qui est en fait une sorte de truc où on met un objet, puis un objet, puis un objet. Et vous avez un autre truc qui s'appelle un dictionnaire. Un dictionnaire, ici, en notre cas, ça va être beaucoup plus utile. C'est un truc où vous dites, bah, ce nom-là, Éloi, il a une adresse, il a un truc, il a un objet qui dit voilà où il habite. Nous, ce qu'on veut dire, c'est dire, bah, ce joueur, il a ses positions de l'endroit où il se trouve. Donc, on va faire un dico, player info. Et alors, un dictionnaire, c'est des petites parenthèses comme ceci. Vous voyez? Cette petite parenthèse ici, on va dire qu'on va ajouter un joueur. Par exemple, on pourrait directement ajouter un joueur avec des données fictives, ici, comme ceci, où on dit que Éloi fait partie de l'équipe 0 et que son ID, c'est le joueur, notre ID à nous. Voilà. Donc, par exemple, on peut déjà, si on veut, créer notre propre classe en disant, ben voilà, le joueur Éloi existe dans la base de données. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est pas nécessairement créer le joueur nous-mêmes, c'est prendre celle que le serveur nous a envoyée, c'est-à-dire cette donnée-là. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre ce petit bout de code là-bas et on va aller le créer ici. Donc on va dire, ici on va faire un petit truc particulier parce que je crois qu'on doit le faire. Global, player dico player info.
Global, c'est pour dire, en fait, tu vois, cette variable elle est globale et j'aimerais bien l'éditer dans la méthode pour le moment. J'aimerais bien écrire dessus, donc j'ai besoin de dire quand je vais écrire dessus. Voilà. On passe dans notre boucle où on écoute les messages du serveur. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traduire les messages qui nous sont donnés dans la classe. On va faire, ici, on va dire ceci, if dico player info if. Ah bon, je me souviens, je me souviens. Désolé, il faut le temps que ça me revienne de la façon dont j'ai fait hier. Ok, donc l'idée c'est que on a besoin premièrement de prendre ce texte et de le couper en morceaux. Remarquez qu'il y a des petits 2 points ici. C'est ce qu'on va faire, on va les découper en morceaux. On va faire line items est égal à line divisé par backslash n. Là, on lui dit, bah écoute, tu vois, tous les retours à la ligne, tous les caractères de retour à la ligne, on va les prendre et on va s'en servir pour séparer la chose. Et tout ça, on va le stocker dans un petit tableau qui s'appelle item. Maintenant, on va dire, bah, si jamais le nom de l'utilisateur, c'est quoi? Faire player ID if length égale 10. Ouais, bah voilà, il a compris. Il a tout complété pour nous. Je regarde s'il a bien fait. Donc ici, il dit si jamais on a 10 éléments, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, effectivement. Si on a 10 éléments et que end item 0, il se digite, ça veut dire est-ce que c'est un chiffre? Parce que sinon, on va avoir des caractères genre le tout premier qui dit ID. Si c'est 10 éléments et que le premier c'est un chiffre, on va essayer d'ajouter un utilisateur. Ici, on va dire bah, le joueur, son ID, c'est l'élément 0 dans le tableau. Puis l'élément 1, c'est l'équipe. Et alors, c'est un entier, donc on le convertit. Et alors, ici, float, il n'est pas tout à fait juste. On va plutôt utiliser int parce que dans l'état où il se trouve, il est en entier. Le truc, c'est que moi, j'ai des entiers qui sont 1000 fois trop grands. Donc, ces entiers, il va falloir en fait maintenant les diviser par 1000. Voilà, comme ceci. Et alors, pareil pour ici. Voilà. Donc ici, on dit, si on a 10 éléments, que c'est le premier, c'est un chiffre, ben on va essayer de le convertir. Le joueur, voilà son index, voilà son équipe, voilà ses positions, voilà ses rotations, voilà sa taille et voilà sa rotation écrasée. Maintenant, du coup, il va falloir donner tout ça à notre classe. Donc, on va dire player info server pour dire je crée une classe qui va contenir tout ça. Donc, je crée un objet d'une classe. C'est-à-dire, là, je dis, bah, tu vois la zone mémoire dans l'ordinateur. Donc, ici. Attendez, j'essaye de. Voilà. Ça, c'est notre ordinateur. Mais non, c'est pas ça que je cherche. Ah, c'était l'autre. Ah. Voilà. Vous voyez, sur notre ordinateur, on a un truc qui s'appelle performance ici. Et dedans, on a memory. Et en fait, à partir du moment où ici vous dites je fais un petit objet ici, ben en fait, il prend cette définition ici qui dit bah, j'ai besoin de stocker tout ça. Il réserve une zone mémoire, il va là-dedans et il fait une toute petite case dedans. Et alors, vu que notre zone mémoire elle utilise 10 éléments, ben, on aura au moins 10 bytes. Sauf que ces bytes font plus ou moins 4 bytes parce que c'est des positions. Sauf que vu qu'on a 3 éléments dans une position, donc ici on aura 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, 4 bytes, et donc on aura plus ou moins 40 bytes d'utilisés. Donc on va utiliser 40 bytes de mémoire dans nos 16 gigabytes de données. Donc là, il y en a 40 dedans qui nous appartient. Mais vu qu'on est 60 joueurs, ben, il y en a 40 fois 60. Donc on a 400 fois 6, ça fait 800, ça fait 4 fois 6, ça fait 6, 12, 24. Donc ça fait 2400 bytes qui sont réservés ici pour notre jeu.
Il y en a un peu plus parce que si vous gérez mal votre mémoire, mais vous voyez un peu l'idée. Ok, donc là, on vient de réserver une zone mémoire dans laquelle on va stocker les données. Et on va pouvoir afficher ça en disant c'est bon, on a ajouté un joueur ici. Alors l'idée ici, c'est de dire bah, s'il était déjà présent, on affiche qu'il y a un nouveau joueur, sinon bah, on n'affiche pas. Parce que sinon, ça va être un peu long. Donc ici, on va dire hop, 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 if dico player info, c'est if player index et dans le dico. Attention qu'on utilise un string, hein, donc str pour dire que c'est bien un string qu'on va utiliser pour le stocker. D'ailleurs, il a fait l'erreur ici. Parce que sinon, il va stocker un nombre et il y a une petite particularité du Python, c'est que quand vous stockez un nombre, il crée un tableau, un énorme tableau. Donc si vous avez fait 1 milliard, bah, vous créez un tableau d'1 milliard. Alors, voilà. Donc si jamais il est dans le tableau, bah, en fait, on va juste dire, bah, tu vas directement mettre tout ça là-bas. Il n'y a pas besoin de le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bah, donne-moi un player machin. On va dire pop, pop, pop. Player référence est égal à none, qui veut dire il n'y a rien. Si jamais le joueur il est dans le dictionnaire, et ben en fait on va aller dire que player référence c'est le joueur dans le dictionnaire. S'il n'y est pas, en fait c'est là que je me dis que c'est plus s'il n'y est pas, not in the dictionnaire. À ce moment-là, on va juste dire qu'on va le créer. On va faire dico player égale à ceci. Et on n'a pas besoin de faire toute cette partie-là, même si c'est obligatoire. On va le faire comme ça. On va laisser ça comme ça. Sinon, else. Et alors là, on va le laisser auto-compléter. Normalement, il va réussir à... Voilà. Ok, on va supprimer cette partie-là. Et on va simplement dire que ici, si jamais il l'a ajouté, on va lui afficher new player comme ceci. Magnifique. Alors, il nous manque une petite donnée dans notre classe. Le problème, c'est que vous avez la donnée de quand il est existant, mais quand il meurt, vous n'avez pas l'info. Il faut savoir s'il est mort. Et pour savoir s'il est mort, bah, il faut savoir si on n'a plus d'infos du joueur. Pour savoir qu'il n'y a plus d'infos, il va nous falloir une notion de temps. Ici, on va faire self time stamp pour dire il y a là, c'est le dernier moment où j'ai reçu une information du joueur. Et ça, du coup, on va aller le mettre de l'autre côté aussi. Ici, on va dire self timestamp égale ceci. Pour dire que c'est le moment où la dernière fois où j'ai une info du joueur. Time theta. Et j'ai pas besoin parce qu'il va le faire directement. Voilà. Player référence. Voilà. Donc ici, on va simplement dire, bah voilà, ça c'est le dictionnaire de mon joueur. Je vais stocker les données dedans. Voilà. Donc par exemple ici, si vous voulez afficher le nombre de joueurs présents dans la partie, on peut faire print player count égale. Voilà. On lui demande donne-moi la taille. Length, c'est pour dire qu'on veut la taille du dictionnaire de l'utilisateur. Voilà. Donc là, normalement, si je ne me trompe pas, on va pouvoir jouer à notre jeu en ayant notre position à nous, qu'on va les mettre en commentaire pour le moment. Où est-ce que t'es toi? Ici. Voilà. Donc on dit je reçois des lignes. Ces lignes, je les découpe avec des petits backslash n ici. Je vais dire que si ça fait 10 de longueur et que c'est un entier, je prépare toutes les données. Je les divise par 1000, donc vu que c'est des chiffres en millimètres, je les convertis en un chiffre, je les divise par 1000 et je les stocke. Maintenant que je les ai stockés localement, je vais les stocker dans les références là-bas. Donc on va faire player référence égale none pour dire il n'y a personne pour le moment. Je vais aller voir ici
si on possède le joueur, l'index du joueur dans le dictionnaire. Si ce n'est pas le cas, note. À ce moment-là, on va rajouter ici, dans ce dictionnaire, on va aller rajouter un joueur. S'il était déjà, on va juste chercher la référence de ce joueur. Player Alex string ID. Voilà. Parce que je vois bien qu'il y a des endroits où il a eu un peu de mal. Ici, c'est bien un entier. Ok. Magnifique. Voilà. Donc, s'il n'est pas, sinon on le modifie. On lui donne le temps et on affiche le nombre de joueurs. Donc, on va sûrement avoir des messages d'erreur. Hein. On va arrêter, on va faire play. Hop, clear. Voilà. Là, il me dit qu'il y a une error line, inline, nanana. C'est parce qu'en fait, il lit la donnée. Ici, en fait, vous voyez que cette ligne-là, il ne devrait pas la compter. Nous, ce qu'on va dire, c'est if line.starts with ID. À ce moment-là, on va juste pass. Continue. Continue, ça veut dire que tu continues là où tu en étais au niveau de la boucle fort. Donc tu passes quoi. Play. Voilà, error line, ta. Donc là, il me dit qu'il y a une erreur sur la ligne là-bas. Il me dit pas quoi, mais il me dit qu'il y a une erreur. Quand item est bien égal à 10 et item 0 c'est bien 0. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. C'est peut-être isdigit alors qui poserait problème, qui n'arrive pas à comprendre que c'est un. Stream. C'est pas stream, c'est strip. J'enlève juste ça pour être sûr qu'il n'y a pas le retour à la ligne qui traîne. Hop. Voilà. Et alors ici, il me dit qu'il y a un autre problème, c'est là-bas. Voilà. Error line, ta. On va virer ça pour le moment. On va le laisser avoir son erreur, comme ça on va avoir la faute. Il y a combien de. Ah bah oui, c'est moi qui suis bête. Fort. Ah non. On a une ligne, on passe dedans. Ta. Si c'est une ligne ici. Ok. Je parie qu'il y en a 11. Comment ça A? On a texte, on le supprime en backslash n. Ce qui nous donne une ligne. Ah merde.
Je me suis trompé, j'ai mis backslash n au lieu de 2 points. C'est pour ça. Laissez ça pour être sûr, mais... Voilà. Ok. Et donc du coup là on a 61 joueurs. Donc vous voyez qu'on reçoit le message 61 parce qu'il y a 60 joueurs, qu'on le reçoit 60 fois dans ce qu'on a fait ici. Donc le fameux display, le nombre de joueurs. Ici, il faudrait le mettre non pas là, mais genre ici. Dans le... Hop. Ici derrière. Voilà. Comme ceci. Et hop, arrêter, nettoyer, faire play. Et voilà. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois qu'on reçoit la ligne, la fameuse ligne 56, il y a des lignes où j'ai toujours des erreurs. Hein. On va ne pas les afficher. Parce que c'est pas vraiment des erreurs, c'est juste que c'est pas des lignes compatibles plutôt. Voilà. Et on va dire end is digit comme on avait prévu à la base. Et voilà. Donc on a nos nombres de joueurs. Donc là, on en a 29 dans la partie pour le moment. Donc du coup, on a 29 données de position, 29 données de qui est là. Donc admettons, j'en tue quelques-uns. Alors normalement, on aurait dû en avoir moins. Et là, je ne les vois pas disparaître, ce qui veut dire que moi, de mon côté, j'ai fait une erreur dans mon application. Pas grave. Ah non, si, on les a, on les a. Le truc, c'est que il y a une différence entre ce que vous avez dans votre donnée et ce que le serveur vous a donné. Donc en fait, regardez, je vais afficher. Donc ça, c'est le nombre de joueurs qui sont dans votre dictionnaire, mais vous n'avez pas retiré des joueurs. C'est juste actualiser les joueurs. Ici, si j'affiche le nombre de lignes qu'on a reçues, qui est en fait le nombre de joueurs, hein, si on fait line ici, player count in server, ce qui n'est pas vraiment totalement vrai parce qu'il y a c'est -1, il y a la première ligne pour les infos. Voilà, et alors il faut qu'on le mette en string. Alors c'est chiant de devoir écrire ça comme ça. Donc, je vais vous montrer une technique si je ne vous l'ai pas déjà montré, c'est d'écrire ceci comme ceci. Avec des dollars devant. Qui veut dire, en fait, avec un F. Tu dis, voilà la ligne, et à la format qui permet de mettre des variables dedans. Je prends le variable comme ceci, et normalement il va me l'auto-convertir en string, ce qui est assez pratique. C'est-à-dire, il l'a déjà fait juste avant aussi. Mais... Voilà. Vous voyez que ici, j'ai un compte qui est de 30 et j'ai un compte qui est de 60 sur le serveur. Je pète 2-3 tanks. Et là, on peut constater que il y a un petit problème quelque part. Il y a beaucoup plus de... Il y a beaucoup plus de joueurs sur le serveur que ce qui est officiellement annoncé. Et à mon avis, j'ai un petit problème dans mon code qu'il va falloir que je corrige, mais vous voyez un peu l'idée. Ici, vous voyez que ça, c'est à chaque fois qu'un joueur est tué, il n'envoie plus ses lignes. Et donc, voilà. On a vraiment 60? Ça a l'air. Hein. C'est juste que de notre côté, on a un problème alors. Vu qu'on a que 30 joueurs sur le... Non, c'est bon, voilà, on en a... C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu peut-être un problème avec le serveur où il s'est retrouvé avec 2 fois plus de joueurs accidentellement. Parce que quand on pousse au reset, ça fait un peu tout péter. Mais donc, voilà, voilou. Si jamais vous voyez que sur le serveur, il n'y a pas de joueurs, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule ligne, c'est soit que ça a craché, soit qu'il est en train de relancer la partie. Effectivement, il y a un problème quelque part. Hein. Il va falloir que j'aille vérifier ça. J'espère que j'aurai corrigé pour les cours, mais normalement... Hein.
Line, c'est peut-être qu'il reçoit 2 messages d'un coup. Non. Tout ça pour dire. Chacune des lignes, ça correspond à un joueur, ça ne changera pas ça. Et vous les avez stockés dedans. Pour savoir s'il est mort, bah, il suffit de savoir si on a reçu un message récemment. Donc en gros, si on voulait vraiment savoir le nombre de joueurs, on pourrait faire ceci. Hop. Live player égale 0. On parcourt le dictionnaire, ici. On fait je parcours le dictionnaire, les items du dictionnaire, la clé et sa valeur. Donc la clé, c'est l'ID du joueur, sa valeur, c'est ce qu'il y a dedans. On va faire le temps moins le timestamp. Et s'il est supérieur à 5 secondes, c'est qu'il y a un joueur qui est mort, quoi. Donc du coup, on dit que le joueur est mort et on le supprime de la base de données. Et on dit qu'il y a un joueur qui est en vie sinon. Normalement, si je fais ça, voilà, on va, hop, comme ceci. Voilà, value tatatata info, il me dit que Dico il a eu un problème. Voilà. Ah oui, c'est parce que il faut d'abord vérifier que l'utilisateur est dans le Dico pour le retirer. Gna 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 gna. Valeur timestamp est supérieure à 5. Voilà. Juste parce qu'au cas où s'il y a un nul, comme ça on est sûr. Elsif. S'il est nul, ben, on le vire du tableau, il n'a rien à faire là. On sait jamais qu'on l'a détruit accidentellement. Ici, sinon, on vérifie le temps. S'il est le temps moins le timestamp est supérieur à 5, ben, c'est qu'il y a 5 secondes de passé. Donc c'est qu'il est mort, c'est qu'on peut le retirer. CoPlayer key égale à la clé qu'on nous a donnée. Et sinon, on fait juste que le joueur, on compte le nombre de joueurs. Player alive. Go. On va arrêter, on va faire play. Voilà. On est dans le jeu, on reçoit des données. J'ai pété 2-3 monstres. Et on va se retrouver avec une erreur. Ok. 169. J'ai pas pu voir c'était quoi comme erreur. En fait, l'idée c'est que quand vous faites des trades, c'est ça qui est très difficile, c'est que quand vous faites des trades, c'est deux logiciels qui tournent en même temps et quand il y a une concurrence, des fois il va tout faire péter. Donc du coup, je regarde si c'est un problème de concurrence ou value d'icode qui est listen to port, la ligne 168. 168, elle est là. Ce qu'on était en train de faire, dico tatata. Alors il me dit c'est quoi l'erreur? Alors, j'ai pas envie de gérer le problème et j'ai dans la vidéo, du coup je vais faire quelque chose d'extrêmement dégueu. Je vais d'abord essayer de faire ceci. Remove dead player. En fait, on n'a pas besoin de compter. Hein. Basiquement, c'est juste on retire les gens qui sont morts au final. Hein. Qui if value égale none, on supprime. Else, si le temps est supérieur, on supprime, puis on fait un calcul à la fin du nombre de personnes qui restent dans le dictionnaire. S'il y a un problème où j'ai supprimé une parenthèse en trop. Et alors, je vais demander à ChatGPT pour qu'il corrige pour voir. Produce error on
pour voir si lui il a une meilleure idée. Ta, 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 ta. Oui, 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 oui. Je vois ce que tu veux dire. Yep, 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 yep. En gros, ce qui se passe, c'est que quand vous éditez un objet et que vous retirez un objet, ça pète la liste. En C Sharp, bah, généralement, ce que je fais, c'est que je fais un tableau et je passe de tout au bout de la fin vers le début pour éviter de créer ce genre de problème. Et ici, dans les dico, je savais pas qu'il avait ce problème-là. Et du coup, bah, on a eu ce problème-là. Donc ici, lui, ce qu'il me propose, c'est key to remove. On fait un dictionnaire des trucs à retirer. On fait la liste des morts et puis on les retire après. C'est ce qu'il vient de faire ici. Voilà. Donc ici, on a des joueurs. Je pète les joueurs. Le serveur, il perd des joueurs. Par contre, il est toujours au-dessus de 30. Et voilà, on a 26 joueurs. Alors là, vu qu'on n'est plus dans la partie, normalement, on est censé avoir 0 joueur. Voilà, on a un délai en fait. Ici, on peut voir qu'il y a une sorte de délai entre le moment où on reçoit les informations et le moment où on les affiche. Parce qu'il a fallu vraiment son temps avant de voir que les joueurs étaient morts. C'est parce que on a sûrement mis un time quelque part. Je vérifie. Est-ce qu'on a un time quelque part qui sera en train d'attendre? Non. Quand on reçoit trop de messages, ça prend du temps à arriver. Et en fait, le fait d'afficher les messages prend du temps. Donc ici, quand vous faites afficher les messages ici, ça prend du temps. Et le fait de les lire ici, ça prend du temps. Et donc du coup, bah, l'un dans l'autre, on se retrouve avec un décalage déjà. Mais hormis ça, est-ce que j'aurais pas oublié un time quelque part? Je vérifie. Non. Donc du coup, pour le moment, bah, il va falloir le désactiver par la suite. Genre comme ceci. Bol. Use. Print. Égale false. Et ici, on va dire, bah, ici, if use print égale false, on l'affiche. Mais sinon, on l'affiche pas. Voilà. Ici, if use print égale false, on va l'afficher ici. Déjà là, normalement, on devrait avoir moins d'affichage. Et donc, du coup, un peu plus de bande passante. Voilà. Là, on a un joueur qui est mort. On a deux joueurs qui sont morts. Tada! On a la formation des joueurs qui sont morts. On l'a un peu en décalage pour plusieurs raisons. La première raison, c'est évidemment, comme je disais, parce qu'il y a le print, parce qu'il faut lire la donnée dans le buffer et autres. La deuxième raison, elle est un peu plus conne, c'est simplement le fait que je vous envoie beaucoup trop de données. Pour faciliter le fait de jouer au jeu, je vous ai envoyé des données un peu trop fréquemment. Ici. Ah non, 8 fois par seconde, ça restait à l'ancien. Puis ici, ce qui se passe, c'est que je l'envoie 5 fois par seconde le message. Je vous envoie pas ça toutes les secondes, je vous envoie donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait des données qui sont quand même pas massives, mais quand même. Donc du coup, il est possible que dans le jeu, pour vous rendre le truc plus complexe, je ne vous envoie pas non pas, je ne vous envoie pas non plusieurs fois le message par seconde, mais juste une fois par seconde. Et à ce moment-là, c'est à vous de réussir à deviner où votre tank se situe. Et ça, il me semble que pour un exercice de programmation pour des non-seniors, des non-juniors, c'est quelque chose d'extrêmement bien. Au lieu d'envoyer toutes les secondes, vous l'envoyez que toutes les. Au lieu de l'envoyer 5 fois par seconde, vous l'envoyez que toutes les secondes, ou toutes les 10 secondes, ou toutes les 20 secondes. Et c'est à vous d'essayer de faire une stratégie basée là-dessus, et non plus sur du temps réel, mais sur du il devrait se trouver par là-bas. Donc ici, je vais le laisser à 1 pour la suite, comme ça, la prochaine fois que je rebuild, ce sera à 1. Allez, on va être gentil, 0.5, 2 fois par seconde, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ouais. Voilà, voilà. Alors, du coup, on se retrouve dans l'état où on a réussi à avoir des données sur le joueur. Ici, le push byte, on va le retirer parce qu'il n'y en a plus besoin d'afficher. On va dire yop, yop, yop. Voilà. Celui-là, on va le monter tout au-dessus du truc.
On va le mettre là-bas. Voilà, comme ça on va pouvoir aller dire qu'on ne veut pas afficher pas mal de choses. Le push byte. Ou ça, j'aime pas ça parce que push byte, à mon avis, il est là-dedans et ça, vous pouvez rien y faire. Non. Bon, ben, le push byte là-bas, vous pouvez rien y faire. Push bytes. Zut, j'ai laissé ça dans mon code. Ok, pas de problème. Tout ça pour dire, j'espère que vous aimez l'exercice, vous aimez l'idée. Ici, c'était une vidéo un peu longue où j'essaie de faire l'exercice moi-même tout en vous le montrant pour que vous arriviez à comprendre. Je crois qu'ici, vous avez vraiment toutes les choses en main. Parce qu'en fait, maintenant, c'est plus qu'une question de coder tout ça. Donc ici, vous voyez, on a ici un thread qui va gérer le fait de recevoir des messages. On a votre logique de code. Et ici, on va pouvoir dire, bah, j'attends un peu, je vais à gauche, je vais à droite, je vais en haut, je vais en bas. L'idée, c'est d'utiliser les positions. Donc ici, basiquement, vous allez pouvoir faire ceci maintenant. Hein. Euh, mi égale layer server info égale dico. On prend notre index, on le prend et on a l'information de mi. Et donc ici, basiquement, si vous voulez pouvoir le mettre à un point, bah, il va falloir pouvoir gérer le fait de le faire tourner vers ce point. Par exemple, vous avez la target. Ici, on va faire une petite classe vector 3, myVector3. Dedans, on va l'init comme ceci. Et on va du coup pouvoir dire, bah voilà, il y a un X, il y a un Y, il y a un Z. Magnifique. Et donc ici, on va pouvoir faire my point, where am I? Hop, hop, hop. Voilà. Et où est-ce que je veux aller? Voilà. Et ici, maintenant, il va falloir réussir à le faire se déplacer par là. Et donc ça, c'est tout l'art de ce jeu-là. Ça va être tout l'art du jeu, c'est de réussir à dire, bah, vas-y, bouge mon personnage par là-bas. Et ça, c'est le niveau senior. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ceci. Alors, je crois que j'ai pété quelque chose parce que j'ai oublié une parenthèse ici. Voilà. Alors, il y a peut-être un code que je peux aller chercher pour vous donner, qui est le fait d'avoir cet axe. Sauf que je préfère peut-être le faire dans une autre vidéo parce que je vais sûrement me planter et que ça va prendre du temps. C'est comment avoir le fameux axe que je vous avais dessiné dans Paint qui dit, bah voilà, ça c'est l'angle du joueur par rapport à moi. Pour le moment, l'idée c'est déjà de réussir à le diriger non pas vers le joueur mais juste vers un point. Alors vous allez me dire comment je fais, bah, est-ce que je suis à gauche de ce point-là? Bah, à ce moment-là, il faut que j'aille peut-être vers la droite. Vu que vous avez l'orientation du tank, direction, my direction est égal à, ici on va faire mi.flat machin, et on va afficher flat current. Voilà. Ok, on va l'arrêter, on va faire play. Est-ce qu'il est mon... AI logique. Voilà, ma direction pour le moment elle est 288. Donc en gros, pour le moment, elle se dirige vers ici comme ceci. Vous voyez que ici ma balle elle a été tirée là-bas, donc la prochaine fois elle sera dans une autre logique de moins 47, donc de cette direction-là. Donc voyez, vu que vous avez la direction et que vous avez le poids où il faut vous orienter, normalement vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller de gauche à droite, de haut en bas, et essayer de monter votre tank pour aller à une direction.
L'idée ici, c'est si vous arrivez à bouger à un endroit, il n'y a plus qu'à tirer pour pouvoir tirer sur un adversaire. Et donc la suite, c'est de la programmation pure et dure. Le but de cet exercice, je le rappelle avant cette fin de vidéo, c'est que hier on a vu, dans l'exercice précédent, on a vu 10 secondes ninja qui permettait d'apprendre que c'est des variables, des méthodes, des trucs comme ça. Ici on a vu des choses beaucoup plus complexes que vous n'allez pas nécessairement comprendre du premier coup dans cette vidéo-ci, donc n'hésitez pas à la re-regarder. La suite de la vidéo ici, l'exercice suivant pour vous, c'est si vous voulez vous amuser et jouer sur le serveur avec du Python, bah, c'est d'améliorer votre code jusqu'à ce que vous puissiez détruire tout le monde sur le serveur. La deuxième manière de travailler, c'est en C#. Donc ici, la journée qui suit, l'exercice qui suit, c'est prenez le code que vous avez fait en Python et traduisez-le en C#. Donc je vais vous faire une initiation exactement la même qu'ici, mais en C#. Et cette initiation que je vous ai fait ici, qu'on va faire en C# en version console, et ben en fait, on va prendre le code et le dupliquer. Une fois que vous avez réussi à dupliquer, on refera des batailles en réseau de ce jeu-là ensemble. Et voilà. La suite du troisième jour, donc on a fait 10 secondes ninja, on apprend ce que c'est des méthodes et des variables. Bubble Tank, on vient d'apprendre en Python ce que c'était du Python, un peu plus complexe. Bubble Tank C#, on passe au C# pour qu'on puisse apprendre à faire du Unity plus tard. Et maintenant qu'on a fait du C#, on a le choix entre soit de faire du World of Warcraft pour tuer les deadmines. Donc l'idée c'est d'aller réussir à faire des deadmines avec du code C# qui ressemble plus ou moins à ça à l'idée. Ou, selon votre envie, on continue ce projet-ci et à ce moment-là, on continue à faire du C# pur et dur où on va aller chercher chacune des concepts de C#. Les listes, les dicos, les méthodes, les méthodes surchargées, un peu d'héritage. Essayer de choper un maximum de mots C#. Dans les deux cas, que ce soit du World of Warcraft ou que ce soit du Battle Tank, il va falloir faire des classes et faire des trucs un peu plus complexes en programmation, et c'est le but de cette semaine. C'est de pas faire du Unity, parce que sinon on va trop vite faire du Unity et on va pas apprendre du C#. Le but de cette semaine, c'est vraiment d'apprendre le C#, et pour ceux qui n'ont pas vomi en faisant du Python, d'apprendre un peu du Python. Parce qu'en fait, le Python est extrêmement pratique, mais c'est vrai que quand vous êtes fan de C#, il est assez moche. Ça pour dire, je vous souhaite un bon moment, un bon apprentissage. Au moins cette vidéo existe si j'ai pas fait d'autres vidéos plus concrètes, plus simples, plus propres. Le code, je vais le mettre en ligne, je ne sais pas où. Je réfléchis, où est-ce que je l'ai mis? Ah si, bah si, je l'ai mis à un endroit. Show in Explorer. Ici. Yop, Monce Level Up. Bah, je l'ai mis dans le Monce Level Up, donc je l'ai mis dans le cours. Je vais faire CMD pour dire que je vais ouvrir la console de Git. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi des fois CMD prend une plombe chez moi sur mon ordinateur. CMD. Bon, ben, on va le faire à l'ancienne. Windows, console, CD. On se déplace là-bas. Git statut pour dire où on en est. Git add pour dire qu'on ajoute les fichiers. Git commit -m pour dire qu'on veut faire une sauvegarde. Save current demo version of Battle Tank. Tuto vidéo. Pull, on se met à jour sur le serveur. Et git push 1. Voilà. Pull. Donc voilà, donc le code se trouve sur le cours. Ici, -v sur ce lien-ci. Voilà. Donc sur Monce Level Up, ici, vous avez toutes les informations par rapport au cours. Vous avez normalement, si ça n'a pas changé d'ici là, vous avez 10 secondes ninja qu'on a fait le premier jour, ici avec le jeu et le workshop. Vous avez Bubble Tank qu'on vient de faire ici pour pouvoir faire du tank. Et vous avez Warcraft ici avec les instructions sur Warcraft, sur l'atelier qu'on fera par la suite.
Vous avez des trucs pour apprendre du Git ici, de quoi apprendre C# ici, d'apprendre un peu d'Unity ici. Un ancien atelier, c'est Charleroi, de Charleroi, si vous voulez. Ça, c'est des trucs qui sont pas nécessairement utiles. Ça, c'est si vous voulez des ordinateurs, on s'en fout. Ça, c'est la fameuse formation qui suit celle de cette vidéo que je suis en train de faire ici. Si vous voulez désirez faire du jeu vidéo plus concrètement comme un emploi, il y a une formation longue de plusieurs mois et c'est le but de ce nid, c'est de découvrir est-ce que le monde du jeu vidéo vous intéresse au point de vouloir passer 4 à 6 mois dessus. Donc cette semaine de programmation reflète la complexité que vous allez avoir dans cette formation. C'est-à-dire que si l'atelier que je viens de vous montrer ici, vous n'arrivez pas à le faire, dans le sens où pour le moment ça va, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites ça, j'y arriverai jamais, et que vous êtes vraiment certain que vous n'y arriverez jamais, c'est vrai que vous devrez vous poser la question, est-ce que je veux faire développeur? Parce que le métier de développeur, c'est ça longueur de journée, ce qu'on vient de faire ici. Maintenant, c'est vrai que je suis allé beaucoup trop vite dans cette vidéo-ci, donc si vous n'avez pas compris comment ça se passe dans la vidéo, il n'y a pas de problème, c'est totalement logique, c'est un nouveau langage, j'ai pas été très didacte sur le fait d'apprendre ce que je vais vous montrer, parce que je voulais pratiquer pour être sûr que tout fonctionnait bien. Mais en tout cas, si ce genre de truc vous aimez bien, jouer à du temps sur un écran, faire de la réalité virtuelle, coder des jeux, faire bouger des trucs, il y a une formation longue qui suit. Et c'est ça qu'on essaie de voir, c'est est-ce que vous aimez bien ça ou pas. Savoir que vous allez travailler avec des game designers et des graphistes, ce qui veut dire que si vous sortez d'attaque, vous allez travailler en équipe pendant plusieurs semaines. Et donc, voilà, voilà. Si vous avez bien aimé cette formation-ci, je le dis déjà maintenant, si vous avez bien aimé cette formation-ci, le but de cette semaine, je le rappelle, c'est d'explorer un maximum de mots-clés en C# pour que vous soyez prêt en Unity. Donc ici, vous avez plusieurs trucs qui vous sont disponibles pour apprendre, que je vous conseille vraiment. Je vais tous les ouvrir et vous en parler. Voilà. Sur ça, je vais pas l'ouvrir. Le premier, c'est les mots réservés en C#. Donc en fait, en C#, quand vous apprenez le C#, il y a des mots qui sont réservés, genre ball, base, as, abstract, case, catch, char. Tous ces mots-là, il n'y a pas photo. Si vous faites développeur C#, un jour, vous allez devoir l'apprendre. Alors, il y en a des qui sont un peu plus complexes, comme Unsafe, que vous n'avez pas besoin d'apprendre en tant que débutant. Il y a Virtual qui est un peu moins utilisé si vous ne faites pas beaucoup d'héritage. Il y a des mots-clés, genre, qui sont un peu moins utiles en tant que débutant. Mais tous ces mots-clés-là, ils sont réservés, donc vous devriez les connaître en tant que développeur C#. Donc, si vous finissez Sony et que vous ne les connaissez pas, si vous voulez mieux profiter des coachs et de la formation qui suit, t'as fait, prenez-les, cliquez ici, genre byte, je sais pas ce que c'est, cliquez dessus, et il y a des informations sur les bytes, ce que ça byte et de la doc. Donc en gros, n'hésitez vraiment pas à choper tous ces mots-clés et à les barrer les uns les autres. Donc vous prenez une feuille de papier, vous les imprimez et vous les barrez. Aussi bête que ça. Dans les 100 mots, il y a des mots qui sont assez importants. Alors avant, je les ai reliés à un lien, mais ici, je l'ai cassé le lien. Tous ces mots-là, ce sont des mots-clés qui sont importants dans la notion de développeur C#. Vous voyez ici une variable, on a vu ce que c'était. Un data type, c'est le type de la donnée. Un int, un flottant, un double, ce sont les bases, les strings, les booléens. Tout ça, c'est des mots-clés que vous devez connaître. Ça va faire la différence entre une classe et un objet, ça va faire la différence entre une méthode et une fonction, un constructeur, un destructeur, de l'héritance, du polymorphisme. Tout ça, c'est des mots. Si vous êtes développeur, vous devez les connaître. Et donc en fait, bien que je crois qu'aux formations longues, vous avez quand même un cours de C# de base, n'hésitez pas à les étudier parce que ne pas connaître ça, ça veut dire que vous ne pourrez pas poser des questions aux formateurs. C'est des formateurs excellents qui vont vous apprendre des choses de fou. Autant directement être prêt niveau des bases qui est C#. On n'apprend jamais assez. Donc tout ça, c'est des mots que vous devez connaître, quoi. Plus on va vers les 100, plus ça devient complexe et plus vous êtes moins obligé de connaître, mais c'est des mots que vous devez connaître. Il y a des définitions, il y a des infos, il y a plein de trucs qui ont été générés par IA pour pouvoir vous aider. N'hésitez pas à y aller. Python. Ce qui se passe, c'est que le Python, c'est un langage qui est dégueulasse, mais qui est très 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 pratique et qui est facile à lire et qui se fait vite pour faire du scripting. Comme dit ici, vraiment du Python pour vous, c'est une vie paisible. Dans le sens, oui, c'est peut-être dégueulasse, mais ça nous est utile. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Et alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un site qui s'appelle Microbit, sur lequel il y a plein d'exercices de Python pour un petit appareil en hardware qui fonctionne très bien. Ça ressemble à ceci. Vous avez un petit appareil ici que vous pouvez acheter dans la vraie vie.
et vous avez un simulateur ici qui vous permet de simuler ce truc. Et avec du code Python, vous allez pouvoir apprendre à l'utiliser et pousser ça plus tard sur votre appareil. Vraiment génial. Et ce qui est vraiment surtout génial, c'est que tous les concepts de programmation majoritairement se retrouvent dedans. Par exemple, la logique ici, si vous posez comment AI fonctionne, vous déposez et vous avez AI qui va tester. Très pratique. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plus loin. Je ne sais pas si c'est ici qu'on le voit. Et j'ai fait un endroit où j'ai fait une liste de tout ce qu'il y a dans ce tuto. Il y a ce gars-là qui est CodeMonkey, qui fait des vidéos en anglais pour apprendre la programmation. Et il a fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos Unity. Et dernièrement, c'était l'année passée, il s'est amusé à faire des vidéos où il résume le C#, donc c'est 10 ans de C#, en plusieurs vidéos. Et en fait, il en a genre 3 qui sont plus ou moins les mêmes parce qu'il y en a une débutant, une avancée, puis il a refait une fois, et je crois qu'il a refait une 4e fois la vidéo. Donc il y a 4 vidéos, je crois, dans mes souvenirs, de ce gars-là en train de nous apprendre ce que c'est C# avec tous les concepts de base. Ça dure très longtemps, hein, parce qu'au total, ça fait genre 12 heures. Donc, mais il a tous les sujets dedans. Je m'étais amusé à prendre les vidéos et à les faire passer le texte dans l'IA pour avoir des résumés de ce qu'il dit. Et basé là-dessus, générer du contenu. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a plein de petits trucs et astuces qui vont vous permettre de mieux vous dire, ok, ça je connais pas. S'il y a des mots que vous connaissez pas, bah, il faut les étudier, basiquement. Vous voyez ici, il y a des variables, des data types, des trucs de méthode et tout. Donc avec l'IA, je me suis amusé à générer plein de contenus sur ce que vous devriez étudier par rapport à cette vidéo-là. Je l'ai fait sur chacune de ces vidéos. Une autre manière d'apprendre le C#, c'est dans le temps, il y avait un cours qui s'appelait sur Open Classroom, qui était vraiment, vraiment génial sur la programmation. Et elle n'existe plus. Mais si vous allez dans les archives du web, il y a le site du zéro. Et alors, je m'étais amusé à reprendre les données principales qui étaient dedans et à vous faire une sorte de petite liste ici de ce que vous pouvez apprendre. Par exemple, ici sur les additions, sur les égales, sur les textes, les variables. Je ne sais pas jusqu'où j'étais allé, mais il y avait quand même pas mal de concepts qui vous étaient expliqués. Et donc, du coup, ici, je refais tout le cours et j'ai renoté vraiment tout ce qui me semblait. J'ai fait des copier-coller juste pour avoir une sorte de table des matières de ce qu'il ne faut pas oublier, quoi. Donc n'hésitez pas à y passer un petit temps et à aller regarder ce que vous ne connaissez pas, ce qui vous intéresse, et apprendre un petit peu de comment faire de la programmation. Attention que le cours ici, il y a des monobehavior parce qu'à l'époque c'était pour un cours Unity. Nous, on ne fera pas du Unity cette semaine, hein. On ne fera que du C# dans la console. Advanced, j'y vais quand même. Voilà, apprendre en développeur C# version site du zéro. Vous voyez, c'était le site du zéro où c'était encore un petit âne. Et ici, il y a tout le cours sur ce que c'est du C#, comment ça marche et tout. Mais en version, on vous l'apprend depuis le zéro et amicalement. Bon, il est un petit peu pas à jour, mais ça reste du C#, hein. Full Code Monkey. Alors ici, dans mes souvenirs, c'était la même chose que l'autre, hein. C'était juste Code Monkey avec tous les liens. Voilà, il y avait un texte avec tous les liens, je les avais tous recopiés, je les avais mis dans le cours pour être sûr de tous les avoir. Ça, c'est des trucs pour Visual Studio. Ça, c'était une méthode que je trouvais sympa, CodeStyle. Donc voilà, mais basiquement, ici, vous voyez, il y a une autre liste de mots. Tous ces mots-là, la réflexion, il faut savoir ce que c'est. Bitwise, il faut savoir ce que c'est. Multithread, il faut savoir ce que c'est. Sauf que c'est dans la partie Advanced, hein, comme vous pouvez vous douter ici. Et dans la partie Non-Advanced, ici, bah, vous allez retrouver les mêmes que tantôt, hein. C'est quoi if, c'est quoi une logique, c'est quoi un switch, c'est quoi une fonction, c'est quoi un code de base. Donc voilà, tout ça, c'est des mots. Donc si vous cliquez sur Enum, pouf, vous allez tomber sur la partie de la vidéo qui parle de cette partie énumération. Donc du coup, à Enum, vous devez savoir ce que c'est. Voilà, voilà. Sur ce, je vais arrêter cette vidéo aussi ici. Je vous souhaite un bon apprentissage, un bon code, et n'hésitez pas à me poser des questions sur Discord ou en classe en fonction de la situation. À la prochaine. Ciao, ciao.